Ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'iceberg des sciences. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir, sans quoi cette vidéo perdra de sa valeur. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 3 et 4 de cet iceberg, où nous allons réellement pouvoir entrer dans la face cachée des sciences. Ici, des expériences toujours plus horribles, inhumaines et immorales. Petite parenthèse, merci pour tous les commentaires constructifs et tous les retours que j'ai eus sur le premier épisode. J'espère qu'il en sera de même pour celui-ci et j'espère que vous allez passer un agréable moment. Cette parenthèse faite, bienvenue dans l'iceberg des expériences scientifiques. L'unité 731 a été créée entre 1932 et 1933. C'est une unité militaire japonaise qui à la base devait étudier les épidémies grâce à des recherches portant sur la bactériologie. Le problème, c'est plutôt que de faire ça, l'unité 731 faisait des expériences scientifiques sur des cobayes, humains et vivants. Leur but était de repousser les limites du corps humain sur des hommes, des femmes, mais également des enfants. En fait, leur expérience était portée sur des prisonniers que les Japonais avaient fait des Chinois, des Coréens ou encore des Russes. Ces expériences s'apparentaient à de la torture extrême, on leur coupait des membres, on les brûlait, on les congelait, et le but était de voir leur réaction pour, d'après leur dire, mieux préparer leurs soldats japonais par la suite à la rigueur de l'hiver russe. Car à cette époque, les Japonais et les Soviétiques étaient en conflit. De plus, avec l'expansion de l'Empire japonais, d'autres unités furent créées, telles que l'unité 1855 à Pékin ou l'unité 9420 à Singapour. Mais la plus connue, malheureusement due à sa cruauté, reste toujours l'unité 731. À la tête de toutes ces expériences diaboliques et inhumaines, se trouvait un homme, Shiro Ichi. Il était à la tête d'une énorme équipe de scientifiques qui officiellement ne faisait rien de mal, mais en réalité détruisait des vies. Et je dis ça au sens propre du terme, car selon certaines sources, plus de 10 000 hommes, femmes et enfants seraient morts dans les laboratoires. Selon des travaux publiés en 2002 par le Symposium international sur le crime de la guerre bactériologique, le nombre de personnes mortes en Chine à la suite des expérimentations et de l'usage des armes bactériologiques par l'armée impériale japonaise s'élève à plus de 1,5 million. Mais après ces années de cauchemar, le 9 et 10 août 1945, après l'invasion de la Corée par l'armée soviétique, l'armée japonaise de Kwantung, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, a été prise de panique. Son commandant, Yamada, a ordonné la destruction de tous les centres d'expérimentation, dont l'unité 731. Cette histoire part très loin et a été extrêmement documentée. C'est pour ça que je mets cette histoire là, et pas plus profondément dans l'iceberg. Frédéric Holzel adorait manger. Pas des hamburgers ou des pizzas comme la plupart des gens, mais des briques. Oui, il adorait manger des briques, du verre, de la ferraille, de l'or. En fait, il adorait manger tout et n'importe quoi. Et probablement poussé par sa passion, Holzel a tenté de diffuser ses expériences parmi la communauté scientifique, qui malheureusement ne s'est pas montrée très réceptive, et franchement, on les comprend. Il a donc fallu attendre une rencontre avec un physiologiste pour que tout change. Son nom, Anton Julius Carlson de l'université de Chicago est spécialiste de la digestion. Dans les années 1920, Frédéric a ainsi mis ses talents au service de la recherche et servi de cobaye pour différents types d'expériences autour de la digestion. L'une d'elles consistait à ingérer des objets non comestibles et à voir combien de temps ceux-ci mettaient à traverser le système digestif de l'homme. Il mangera donc des perles de verre, du gravier, du fil d'argent, des ficelles,
Des pépites d'or, la liste était aussi peu appétissante qu'on puisse l'imaginer. C'est finalement les ficelles qui l'ont emporté, sortant en 1h30 après ingestion, contre 22 jours pour les pépites d'or. Les premiers résultats ont été publiés en 1930 dans la revue American Journal of Physiology et les médias ont rapidement attribué à Holzhel le surnom de bouc humain ou scientifique qui mangeait du verre. Il fera donc énormément de découvertes utiles. Si ces expériences l'ont rendu très maigre, à la limite de l'anorexie, elles n'ont pas semblé aggraver ses troubles digestifs. Et bien qu'elles paraissent étranges, la contribution de Holzhel a bel et bien conduit à de réelles découvertes sur la nutrition et sur la digestion. Devenu assistant en physiologie, ce nouveau scientifique est l'un des premiers à avoir suggéré l'existence d'un lien entre l'apport en calories et la longévité. Sa passion pour le coton chirurgical l'a également conduit à s'intéresser à la cellulose. Il s'agit du principal constituant des végétaux, mais il ne peut pas être digéré par l'homme. Il prend ainsi la forme de fibres végétales qui aident au fonctionnement des intestins. Aujourd'hui encore, la cellulose est un ingrédient régulièrement recommandé pour les régimes. Malgré les troubles digestifs dont il souffrait et les étranges expériences auxquelles il a pris part, Frédéric Holzhel est mort en 1963 à l'âge relativement respectable de 73 ans. Les expériences de torture mentale pour analyser les réactions psychologiques et le cerveau d'une personne sont probablement les pires expériences de torture possibles et inimaginables. Elles sont pratiquées au moins depuis le Moyen-Âge et continuent d'être pratiquées encore au XXIe siècle. Sans parler de l'effet Mandela et des faux souvenirs, le lavage de cerveau est une technique qui peut inculquer des fausses idées à des personnes et les forcer à croire à une idéologie ou à des faux souvenirs. Ces techniques d'implémentation de faux souvenirs ont été inventées par des psychiatres américains sous l'excuse de suivi thérapeutique. Aujourd'hui, on va parler d'une autre expérience, un peu moins horrible, mais qui prouve néanmoins des choses bien plus graves et bien plus importantes. Nous sommes en avril 2017 et une expérimentation soutenue par le CNRS, l'Université Paris-Dauphine et l'École Polytechnique en partenariat avec la primaire.org eut lieu afin de tester un nouveau mode de consultation électorale, le jugement majoritaire. Ce mode de scrutin repose sur un principe mathématique et une idée simple. Permettre aux électeurs de noter chaque candidat en leur attribuant une note qui va de très bien à rejeter, en passant par bien, assez bien, passable et insuffisant. Le jugement majoritaire ne nécessite qu'un seul tour, ce qui est pratique, et le gagnant est donc le candidat le mieux évalué. Entre le 11 et le 23 avril 2017, les électeurs volontaires ont donc été invités à évaluer sur Facebook les 11 candidats officiels de l'élection présidentielle. Les résultats ont été toutefois un peu biaisés. En résultat, nous avions 41,6% pour Mélenchon, 16% pour Macron et 2,9% pour Le Pen. Et quand on regarde les réels résultats des élections présidentielles de cette année, ça n'a rien à voir. Alors, comment expliquer cela ? Eh bien, ça s'explique assez facilement, assez simplement, parce que ces élections fictives ont été mobilisées essentiellement sur les réseaux Facebook de laprimaire.org, qui est plutôt marqué à gauche. S'ensuivit un effet d'entraînement amenant les amis, des amis, des amis et à renforcer la tendance en faussant très largement les résultats de l'expérience. Si celle-ci n'a pas convaincu de l'efficacité du jugement majoritaire, elle a fortement bien illustré l'influence des biais comportementaux sur les réseaux sociaux. En particulier l'effet de contagion étudié en 1970 par Salomon Asch, l'un des fondateurs de la psychologie sociale. Et si cette expérience n'est pas horrible directement, elle révèle pourtant une face connue mais bien trop sous-cotée de notre société actuelle. De plus, si je vous parle de cette expérience, c'est en guise de transition vers l'une des pires expériences selon moi, celle du petit Albert. The Little Albert Experiment, ou l'expérience du petit Albert, a eu lieu en 1920. Les scientifiques John Watson et Rosalie Rayner placèrent un enfant de 9 mois, le petit Albert, sur un matelas
en ne l'autorisant à jouer qu'avec un rat blanc. Ça, c'est pour le contexte de l'expérience. Maintenant, à chaque fois que l'enfant touchait le rat, on faisait retentir un énorme gong inquiétant, un bruit très désagréable, et ce jusqu'à ce que l'enfant commence à pleurer. Puis, on arrêta avec le gong. Mais le petit Albert associa la peur qu'il avait ressentie à la vision du rat blanc. Et maintenant, il se mettait à pleurer, et à pleurer encore, à chaque fois qu'il voyait un rat blanc, ou même n'importe quel animal à fourrure. L'expérience dura quelques mois sur tout type d'animaux, et même des masques, puis aucun suivi. L'expérience s'arrêta là. Au revoir Albert, il est rentré chez lui, et plus rien. Cette absence de suivi du petit attira l'attention des psychologues. On chercha à retrouver le petit Albert pour savoir s'il avait été affecté à vie par cette expérience. On chercha son identité, mais personne ne parvint à l'identifier avec certitude. On pense néanmoins qu'il s'agissait de William Barger, un homme mort en 2007, et qui ressentit une phobie des chiens toute sa vie. Les images de cette expérience sont juste choquantes. On y voit la création d'un traumatisme prémédité, en direct, et on en vient même à se demander jusqu'où pouvons-nous aller, jusqu'où sommes-nous légitimes d'aller pour la science. Ralph le lapin, c'est quoi? Avant de vous répondre, on doit parler d'un truc. L'entreprise pharmaceutique, qui crée donc tout ce qui est maquillage et produits esthétiques au sens large du terme, en règle générale, ont des laboratoires pour tester ces produits, et en général les expériences qui y sont menées font partie des pires expériences scientifiques, légales, qui existent encore à ce jour. Je parle bien évidemment des expériences sur les animaux, et notamment sur les lapins. Énormément de bêtes et de lapins sont tués chaque année, sont maltraités et sont torturés durant toute leur vie. Ce qui nous ramène donc à Ralph le lapin. J'avais envie de le placer ici parce que c'est un court-métrage que j'adore et il représente extrêmement bien la cruauté humaine envers les animaux quand elle est pseudo-justifiée par des bienfaits scientifiques qui résulteront de ces expériences. Donc en conclusion, je voudrais dire que... Raph, désolé Raph, est-ce que tu pourrais te retourner s'il te plaît? Désolé. Non, c'est correct. Mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux, mais merci mon ami, continue. Ok, donc voilà. Je voudrais simplement dire, tous ceux qui achètent encore des produits cosmétiques testés sur les animaux, comme des crayons pour les yeux, du shampoing, de la crème solaire, à peu près tout ce qu'il y a dans votre salle de bain, eh bien, que sans vous et sans les pays qui autorisent les tests sur les animaux, je serai au chômage. Je serai à la rue. Enfin, pas vraiment à la rue, plutôt dans un champ. Vous voyez quoi? Comme un lapin normal. Mais bon... Tout va bien. La partie 3 est finie. Vous avez donc réussi à entrer dans la face cachée de l'iceberg. Bravo. On a maintenant terminé la première moitié de cet iceberg, la moitié la plus simple, la moins cruelle. Maintenant que vous avez passé ce test, entre guillemets, nous allons nous laisser couler dans les eaux troubles. Un point de non-retour de l'atrocité scientifique. La cruauté animale, c'est pas bien. Ouais, je sais, je me mouille beaucoup en prenant cette position, mais c'est vrai, torturer des animaux, c'est pas cool. Sauf si c'est pour améliorer la qualité de nos steaks hachés. Et oui, puisque visiblement il est naturel de mutiler des vaches afin de leur installer des hublots dans le corps, et oui, vous avez bien entendu, afin de contrôler leur digestion et d'améliorer la qualité de leur viande. En tout cas, c'est ce que dénonce l'association L214 qui lutte contre les conditions de vie en abattoir.
Donc l'association L214 a publié une vidéo pour justifier leurs accusations. Dans cette vidéo tournée dans une exploitation expérimentale de la Sarthe, on voit une vache avec un hublot qui a été creusé dans le cadre de tests sur les aliments pour animaux d'élevage. Ce hublot peut être ouvert par les chercheurs qui effectuent des prélèvements directement dans la vache. L214 donc dénonce ces pratiques qui ont pour objectif d'augmenter la rentabilité du modèle et ne répondent pas aux strictes nécessaires décrites par la législation. Et ces vaches à hublot, c'est pas quelque chose de récent, ça fait déjà très longtemps que ça existe. Vraiment très peu de gens le savent, mais énormément de vaches se retrouvent avec des hublots sur le côté. Et vous savez quoi, c'est tellement méconnu qu'un jour, un mec s'est dit que si personne ne savait qu'il y avait des hublots dans les vaches, autant mettre de la terre dans ces hublots et faire pousser du cannabis dans la vache, puisque si personne n'est au courant de ces hublots, pourquoi les gens seraient au courant du cannabis qu'il fait planter dans ces hublots? Malheureusement, il s'est fait choper, l'idée était vachement débile, mais on veut pas lui retirer qu'il était pas mal ingénieux. José Delgado est un neurologiste et il adore contrôler les gens. Alors il ne les contrôle pas en les manipulant par la pensée, comme on a pu le voir avec le lavage de cerveau, mais il les contrôle avec une télécommande. Alors, comment fait-il? On va revenir un petit peu en arrière et le premier prototype qu'il va créer pour contrôler les gens à distance n'a pas encore de nom. En fait, c'est simplement des fils qui sont connectés à un cobaye au niveau de terminaisons nerveuses et grâce à une impulsion électrique, José Delgado peut contrôler un être vivant à distance. Alors il va faire ça sur des cadavres d'animaux puis des animaux vivants, sauf qu'il a envie d'aller plus loin. Parce que là, c'est juste des câbles, c'est voyant, ce n'est ni vendeur ni futuriste. Alors pour ça, il décide d'enlever les câbles et de se connecter à distance avec sa nouvelle invention, le StimoCyver. C'est en fait une puce cérébrale qui va stimuler des terminaisons nerveuses d'humains ou d'animaux à distance. Alors, à part faire mumuse avec des êtres humains à distance, à quoi ça peut servir? Et en réalité, il y a plein de façons de s'en servir de façon positive. Ça pourrait servir à réhabiliter certaines capacités du cerveau pour des personnes qui ont des troubles mentaux par exemple. En envoyant des stimulations dirigées, notamment vers les régions de l'amygdale et de l'hippocampe, cette invention pourrait aider à la rééducation de certaines personnes victimes d'AVC notamment. Sauf qu'à ce moment-là, José Delgado n'est pas encore vraiment connu. Alors pour présenter aux yeux de tout le monde son invention et à quel point il est serein, à quel point son invention marche et est fiable, il va réaliser un vrai coup de théâtre, il va implanter ce système dans le crâne d'un taureau, puis il va lâcher l'animal dans l'arène. Suite à cela, le neurologiste rentrera dans l'arène et grâce à une télécommande immobilisera le taureau et pourra le contrôler. C'est un vrai coup de théâtre puisque imaginons que le système est défaillant, le neurologiste se fera juste empaler par le taureau. Is applied. Without radio control, the animal is rather unfriendly and chases the bullfighter around the ring. A different point of the brain in the rostral thalamus is stimulated now, inducing calling moves, raising of muscle and slight twisting of the head. Stimulation of this point does not modify the animal's aggressiveness. A different point located in the caudate nucleus is radio-stimulated now, forcing the animal to turn to his right and blocking his attempts to attack the investigator.
the bull charges when not stimulated. Now, it is not too dangerous to approach the animal because, by radio stimulation, he may be stopped and induced to turn away. Comme vous avez pu le voir, l'expérience a marché, mais son invention n'ira pas plus loin à cause de problèmes éthiques. Même si cette invention a permis de grosses avancées scientifiques, notamment dans la neurologie, elle fut freinée par des raisons éthiques liées au bien-être animal. Effectivement, le Stimosiver fait partie de ces inventions qui sont ni bonnes ni mauvaises, elles dépendent juste des personnes qui la possèdent. L'expérience Milgram avait pour but d'analyser l'autorité et même plus particulièrement comment les gens réagissaient face à l'autorité. Durant cette expérience, les participants étaient mis au courant que s'ils pressaient un bouton, quelqu'un dans la pièce d'à côté serait électrocuté. En réalité, la victime dans la pièce d'à côté n'était qu'un acteur qui faisait semblant d'être électrocuté et prétendait qu'il ressentait quelque chose. Mais ça, les participants de l'expérience ne le savaient pas. On voulait voir, si l'on ordonnait à quelqu'un de façon autoritaire de faire quelque chose qui le dérangeait moralement et éthiquement, jusqu'où était-il capable d'aller? Jusqu'où l'autorité était capable de pousser les hommes à faire des choses contre leur gré? L'étude a démontré que 65% des gens continuent d'électrocuter la personne, même après l'avoir entendu hurler de douleur. Incorrect. Entre 1971 et 1989, un programme de torture médicale a été mis en place en Afrique du Sud. L'objectif de l'étude était de soigner l'homosexualité. Ah, ça commence déjà pas très bien. À cette époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale chez les soldats. Les thérapies d'aversion ont été dirigées par le docteur Aubrey Levin, psychiatre en chef de l'armée sud-africaine. Ces thérapies se composaient d'électrochocs, de castration chimique et de changement de sexe forcé. À cette époque, l'homosexualité était perçue comme perturbatrice et était punie par la loi. En conséquence, les forces de défense sud-africaines, SADF, ont autorisé pas moins de 900 opérations de ce type. Lorsque le projet n'a finalement pas abouti au résultat attendu, il a été abandonné. Et plus tard, le docteur Levin a été condamné à une peine de prison pour violation des droits de l'homme. Mais l'histoire ne se finit pas bien. Car ces expériences ont eu des conséquences irréversibles sur la santé des soldats, et une grande partie d'entre eux ont fini par se suicider. Kane était chirurgien et il avait l'habitude de s'opérer lui-même. En 1919, par exemple, il s'est auto-amputé de l'un de ses doigts qui s'était infecté. Mais c'est l'opération consistant à retirer son propre appendice sous anesthésie locale, réalisée le 15 février 1921 à l'âge de 60 ans, qui a attiré l'attention des médias. Il n'y a aucune source sûre, mais la plupart des médias pensent qu'il est le premier à avoir entrepris cette autochirurgie. Kane l'a fait en partie pour expérimenter la procédure du point de vue d'un patient. Il envisageait d'utiliser à l'avenir l'anesthésie locale sur des patients dont l'état de santé ne permettait pas l'administration d'une anesthésie générale. Et donc, il voulait s'assurer que la procédure pouvait être tolérée par le patient. De plus, Kane estimait que l'éther était utilisé trop souvent et qu'il était plus dangereux que les anesthésiques locaux. L'anesthésique utilisée par Kane est la novocaïne, qui remplace depuis peu la cocaïne, plus dangereuse. Kane a effectué l'opération qu'il avait pratiquée plus de 4000 fois sur d'autres personnes à l'aide d'un miroir qui lui permettait de voir la zone de travail. À l'époque, l'opération était plus importante qu'aujourd'hui car l'incision nécessaire pour retirer l'appendice était beaucoup plus large que celle requise par les techniques modernes.
qu'on appelle les techniques de chirurgie en trou de serrure. Finalement, l'opération s'est déroulée avec succès et Kane était suffisamment bien pour être ramené chez lui le lendemain. L'opération de Kane n'a pas seulement fait sensation à l'époque, elle a continué à être rapportée pendant de nombreuses années. Par exemple, Popular Science en parle en 1933 dans un article sur l'anesthésie. Le LSD, une drogue hallucinogène, n'a fait son entrée dans le courant dominant américain qu'au milieu des années 1960. Avant cela, elle faisait l'objet de recherches scientifiques intensives. Certaines de ces expériences étaient raisonnables, certaines étaient sinistres et certaines étaient tout simplement irresponsables. En 1962, un psychiatre de l'école de médecine d'Oklahoma City a injecté à un éléphant adolescent 297 mg de LSD, soit plus de 1000 fois la dose d'un humain typique toxicomane. En quelques minutes, le malheureux sujet Tusko s'est balancé, s'est plié, a clairfonné fort, est tombé par terre, a déféqué et a eu une crise d'épilepsie. Dans une tentative de le réanimer, les chercheurs ont injecté une énorme dose d'un médicament utilisé pour traiter la schizophrénie, à un tel point que Tusko, le malheureux sujet de cette expérience, a instantanément rendu l'âme. L'article qui en a résulté, publié dans la revue scientifique réputée Nature, a en quelque sorte conclu que le LSD pourrait s'avérer précieux dans le travail de contrôle des éléphants en Afrique. Et oui, aucun remords, visiblement, tant que c'est au nom de la science, beaucoup de choses sont acceptées. Cette expérience se déroule à la fin des années 40, alors que la Seconde Guerre mondiale avait pris fin. Au sein d'une base secrète soviétique, parfaitement sécurisée, un groupe de chercheurs aurait mené une impitoyable expérience sur 5 prisonniers du goulag. En quoi consistait l'expérience? L'expérience était assez simple. Les 5 prisonniers devaient rester dans une place, isolée, et cette pièce était remplie d'un gaz psychotrope, qui les privait de sommeil. Le but était donc de voir quel impact avait le manque du sommeil sur les êtres humains. Plus les jours passaient, plus les prisonniers étaient incontrôlables. Au bout du 5e jour, ils se mirent à crier sans s'arrêter, à s'en déchirer les cordes vocales. Ils commencèrent à étaler leurs excréments sur les murs et sur les vitres, pour que les chercheurs ne puissent plus les observer de l'extérieur. Et aucun des chercheurs n'avait le courage de rentrer dans la cellule pour nettoyer. Ils continuèrent à crier pendant plus de 24 heures non-stop de toute leur voix, jusqu'à atteindre l'extinction de voix et ne plus pouvoir parler. Puis, le silence. Pendant plusieurs jours, ils ne bougèrent plus, ils ne parlèrent plus, ils ne se plaignaient plus. Alors que les prisonniers avaient perdu toute notion du temps, ils commencèrent à devenir fous. Ils commençaient à s'arracher les cheveux, les ongles, puis la peau. Ils se mutilaient, les prisonniers étaient défigurés, ils étaient maintenant entre la vie et la mort, mais les 30 jours n'étaient pas encore finis. Alors les prisonniers restaient dans leur cellule. Les chercheurs ont attendu la fin de l'expérience pour ouvrir la porte et aller les voir. Ils devaient être alors relâchés dans la nature. Sauf qu'en coupant le gaz, les prisonniers qui étaient alors silencieux et assis au fond de la cellule commencèrent à se lever et pris de panique bougèrent partout, criaient et se déambulaient dans tous les sens. Ils demandèrent comme si leur vie en dépendait qu'on leur remette le gaz, qu'ils ne voulaient plus s'endormir, ils voulaient rester éveillés. Et étonnamment, les prisonniers qui étaient tout gringalés car ils ne mangeaient presque pas pendant ces 30 jours, avaient une force remarquable. Alors, une décision a été prise, plutôt que de les relâcher, on les abattra. Finalement, ils forcèrent le calme en les obligeant soit à dormir, soit à les tuer éveillés, et quand un des prisonniers finit par ne serait-ce que fermer les yeux, il mourut instantanément. Son cœur s'arrêta de battre, le temps d'un clignement d'œil, il n'était plus de ce monde. Un chercheur lui aurait demandé « Qu'êtes-vous » et l'individu, mutilé, couvert de sang, lui aurait répondu avec un large sourire « Nous sommes vous ».
Nous sommes la folie se tapissant en chacun de vous et réclamant d'être libérés à tout moment dans votre plus profond esprit animal. Nous sommes ce de quoi vous vous cachez dans votre lit chaque nuit. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le refuge nocturne que nous ne pouvons fouler. Le scientifique lui aurait ensuite tiré une balle dans la tête. Bien évidemment, cette histoire est fausse. C'est en fait une creepypasta, une histoire racontée sur internet visant à faire peur. Alors pourquoi vous raconter une expérience scientifique effrayante si elle n'est pas vraie? Eh bien, nous allons débriefer de tout cela dans la conclusion de cet iceberg qui sera dans la prochaine et dernière vidéo de cette mini-série. Et j'essaierai de sortir cette troisième partie au plus vite, je vous le promets. Et d'ailleurs, je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît.